Alors nous allons à présent poursuivre notre réflexion en nous intéressant au rôle de chef dans le domaine éducatif et pas seulement, avec cette question plus complexe qu'il n'y paraît, est-il possible d'apprendre à être un leader? Et pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir un chercheur en sciences de l'éducation, chercheur associé au Centre de recherche en éducation et formation de l'Université de Nanterre. Notre invité dirige également l'ingénierie et les dispositifs de formation au Centre national de la fonction publique territoriale. Mesdames et messieurs, merci de réserver un accueil chaleureux à Denis Christol. Bonjour Denis Christol, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors je viens de décliner vos titres, nombreux. Permettez-moi aussi d'énumérer quelques-uns de vos domaines de recherche, les méthodes pédagogiques, les apprentissages et aussi l'éducation des managers et le leadership, deux enjeux qui seront donc au cœur de votre intervention. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, et mes meilleurs voeux, c'est encore le moment pour cette nouvelle année. J'ai été mis à rude épreuve tout à l'heure avec les images de Paris que nous a présentées M. Sévez, parce que je suis parisien et j'ai encore en mémoire l'incendie de Notre-Dame de Paris. J'ai mis 2 mois avant de passer sur le lieu, parce que j'étais en pleurs à chaque fois que je voyais cela. Ça m'a bouleversé, et à chaque fois que je vois des images de Paris, ça me touche. Donc je vais essayer quand même de tenir mon propos. J'ai été présenté. Je vais essayer de distinguer le chef du leader, qui sont 2 figures, somme toute différentes. Je vais le faire en 8 points. Le premier point, c'est justement cette distinction du chef et du leader. Bien souvent, ces 2 notions sont confondues. Elles sont mises à équivalence. Or, le chef est celui à qui on obéit, parce qu'il a une autorité statutaire, légale, économique. Alors que le leader, c'est quelque chose de complètement différent. Le leader fait autorité. Il fait autorité parce qu'il a une capacité d'influence, une capacité de vision, une capacité d'entraînement qui ne lui est pas donnée par son statut, par sa connaissance, par son positionnement dans un organigramme, mais par son envie. Quelque chose d'assez fort. Et cette envie, elle se partage par sa capacité à augmenter le pouvoir d'agir des autres. Car le sens de l'autorité, c'est bien cela. C'est la capacité de quelqu'un d'augmenter le pouvoir d'agir des autres, que ce soit ses professeurs, que ce soit ses élèves, que ce soit toutes les personnes avec lesquelles il travaille. Et j'aurais tendance à dire que la crise de l'autorité que nous vivons actuellement, puisqu'elle est quand même rudement mise à l'épreuve, c'est aussi une crise de leadership, notre incapacité à augmenter le pouvoir d'agir des autres. Le deuxième point, c'est la distinction entre le pouvoir sur et le pouvoir de. Le pouvoir sur, c'est un pouvoir sur des budgets, c'est un pouvoir sur des moyens, c'est un pouvoir de faire autrui ce que l'on désire qu'il fasse. Donc il y a une forme de coercition, ou en tout cas d'imposition à la volonté de l'autre. Alors que le pouvoir de, c'est l'initiative, l'envie, la cohérence que l'on suit, car celui que l'on suit a une forme de sûreté ontologique. S'il prend une orientation, même qui va à contre-courant ou à contresens des usages habituels, il a une force intérieure qui lui dit « c'est cette direction qu'il faut suivre ». Donc il suit son intuition, son initiative, et par sa force de conviction, cette cohérence interne, il entraîne les autres. Et là se produit quelque chose que j'appellerais de la soumission librement consentie. Le leadership est une affaire d'homme libre. C'est une personne qui vous suit parce qu'elle croit en vous, à vos idées, à vos initiatives. Les difficultés commencent à arriver quand le chef se croit leader. C'est-à-dire que le chef, qui croirait que parce qu'il est chef, son initiative est la meilleure au sein d'un collectif, eh bien, il peut commettre
une erreur. On voit souvent des chefs se fourvoyer. C'est une maladie qu'on peut aussi qualifier de maladie de l'ego. On appelle ça l'hubris. Quand le chef n'est plus contenu par rien, par aucune règle, il se donne lui-même ses propres règles et il emmène son collectif vers l'échec. C'est pour ça que j'aimerais distinguer 3 choses. D'une part, le leader, d'autre part, le leadership, et enfin, les actes de leadership. Le leader, c'est celui qui est suivi. Il n'y a pas de leader sans suiveur. Vous n'avez pas De Gaulle s'il n'y a pas autour de lui des gens qui vont le suivre. Vous n'avez pas Gandhi si Gandhi n'est pas suivi. Vous n'avez pas Martin Luther King s'il n'a pas des suiveurs. On met beaucoup d'emphase sur les leaders, mais beaucoup moins sur les suiveurs. Une question intéressante à se poser serait « Pourquoi suivent-ils telle personne plutôt que telle autre ?» Première question que peuvent se poser des leaders. Pourquoi est-ce qu'on me suivrait ? Le deuxième élément, c'est l'idée de leadership. Le leadership, c'est comme une énergie sociale qui résonne dans un collectif. On ne la voit pas, mais elle est bien présente. Un peu comme l'électricité dans cette pièce, ça circule, mais elle est insaisissable. Il y a un potentiel de leadership dans tout un chacun. Quelque chose qui peut mettre un collectif en mouvement, qui peut mettre en mouvement le système. Des personnes particulièrement convaincues, ayant particulièrement envie de réussir quelque chose, peuvent entraîner un mouvement. C'est ce qu'on voit notamment dans des logiques d'innovation pédagogique, où au début, je suis seul, j'y vais, tant pis, et j'ose, je teste. Et justement, c'est cette troisième nuance que je voulais apporter, ce sont des actes de leadership, c'est-à-dire la possibilité de tout un chacun, quel qu'il soit dans un établissement ou dans une organisation, de prendre une initiative. Aller dans le sens du bien commun, prendre une initiative pour le collectif. Dès lors, on voit, à partir de cette distinction, que le véritable leader, c'est celui qui va encourager les autres à prendre des initiatives pour réaliser leur plein potentiel. Ce n'est pas forcément son initiative à lui qu'il va valoriser, mais celle qui va toucher le plus grand nombre, qui va toucher le bien commun. Le rôle du leader, c'est alors d'aider et de soutenir les initiatives les plus valables pour la communauté. Un troisième point, alors ça c'est un classique. Est-ce que le leadership c'est inné ou c'est acquis ? Est-ce que c'est un héritage génétique ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui s'enseigne et qui s'apprend ? Eh bien, je dirais un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on observe des caractéristiques de leaders qui peuvent en imposer par leur taille, par leur voix, par leur capacité de se positionner dans un groupe. Et on l'observe dès les crèches, dès les écoles les plus petites, où on voit des enfants qui vont donner à d'autres leurs jouets. Il y a là quelque chose qui se produit. Mais ce n'est qu'une toute petite partie des comportements d'influence qu'on peut observer, puisque le leadership, c'est une dimension de l'influence. Une autre partie a trait à la dimension psychologique, aux traits de leadership. Il y en a plus de 280 qui ont été identifiés. Ces traits de leadership, on ne sait pas très bien lesquels sont les plus valables que d'autres. La Harvard Business Review, qui a fait ses études de façon systématique sur des dirigeants, renonce à trancher sur est-ce qu'il faut être courageux ou est-ce qu'il faut être empathique. Ça n'a pas de sens au regard des échantillonnages qu'ils ont pu faire. Et il y a une troisième dimension, c'est la dimension sociale, le contexte. Un sociologue comme Norbert Alter identifie des trajectoires singulières pour des personnes qui n'auraient pas dû être des leaders, parce qu'elles n'ont pas forcément suivi des cursus ou des études particulières. Par contre, par leur ténacité, par leur capacité à tirer parti du contexte, eh bien, elles parviennent à entraîner avec elles un grand nombre de personnes. Donc, inné ou acquis, je dirais une combinatoire des trois. Un cinquième point, ce sont les formes de leadership.
On peut distinguer un leadership contractuel. C'est de l'ordre du contenu, de la tractation. Fais ceci et tu auras cela. C'est vraiment une forme assez basique qui n'est pas celle qui va entraîner le plus la liberté d'agir dont je parlais. Une deuxième dimension du leadership est le leadership relationnel. C'est la capacité empathique, émotionnelle, de se connecter aux autres, de ressentir leurs besoins et de les aider à les satisfaire. Et la troisième dimension, c'est une forme que je qualifierais de leadership transitionnel. C'est une vision du futur que nous pouvons faire grandir ensemble. C'est l'idée de ne pas apprendre à l'autre à fabriquer un bateau pour traverser la mer, mais lui donner le désir de l'océan. Il va trouver par lui-même les ressources et les moyens de se propulser. En laissant l'espace d'initiative, on permet à l'autre de se dépasser, d'aller plus loin et de se surprendre lui-même en train de réussir. Le sixième élément du leadership, je le mettrai au niveau de la façon dont on perçoit nos communautés. Sommes-nous à construire des communautés rétributrices, c'est-à-dire à chacun selon son mérite, récompensant les plus forts, ou souhaitons-nous fabriquer des communautés restauratrices, c'est-à-dire des communautés inclusives, qui visent le long terme et qui s'efforcent de faire que chacun dans la communauté soit un leader potentiel, que celui qui est à la marge soit suivi dans ses initiatives. C'est l'idée d'une approche inclusive portée par le leadership. Le leadership est alors distribué, il n'est pas la propriété d'un seul. C'est une énergie qui est amenée à circuler dans un groupe. Le septième point consiste à la question de l'enseignement et de l'apprentissage du leadership. Il y a deux chemins possibles. Le premier nous a été enseigné par Gandhi. Se transformer soi-même pour transformer le monde. Si je veux que les autres me suivent et suivent mon exemple, alors je dois être modélisant dans ma pratique. Ces éléments-là sont démontrés par des psychologues comme Albert Bandura. C'est un principe de modélisation. Et puis il y a une deuxième dimension qui est observer le monde, voir comment il fonctionne ou il dysfonctionne, observer son organisation, s'observer soi-même et voir ce qu'il est possible de faire. Dans ces deux dimensions, dans ces deux approches, ce qui nous intéresse, c'est la question profonde, la question authentique. Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que cette question me tient à cœur? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être un leader éducatif? C'est le huitième point. Dans cette dimension du leadership éducatif, il y a des responsabilités particulières et singulières. Tout d'abord, apprendre le discernement, ce qui signifie accepter ce qu'on ne peut changer et avoir le courage d'agir pour le reste. Ensuite, c'est l'idée d'une humanisation continue plutôt qu'une managérialisation continue. Le management est une technologie sociale qui doit avoir maintenant près de 170 ans et qui s'immisce dans les processus éducatifs. Comment gardons-nous une part de valorisation de l'humain? Comment continuons-nous cet enracinement que nous devons en tant qu'éducateurs à nos élèves, à nos apprenants, à nos équipes? Comment ne cédons-nous pas à des injonctions gestionnaires de plus en plus puissantes et de plus en plus fortes? Donc ça, c'est l'idée de l'humanisation. Ensuite, une idée forte, c'est la liberté pour apprendre. La création d'espaces possibles pour s'engager et agir. Ce que nous apprennent les grands pédagogues, comme par exemple John Dewey et la pédagogie du projet. Comment peut-on intégrer cette pédagogie du projet où je ne sais pas tout, mais je vais apprendre chemin faisant? C'est l'idée de la création d'environnements capacitants, pour reprendre un vocabulaire d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Amartya Sen avait constaté qu'il y avait, lors d'une épidémie en Inde, toutes les manières et toutes les façons de résoudre cette épidémie, mais que le droit qui était donné aux personnes n'était pas saisi. Comment se saisir de ces environnements pour que, effectivement, on puisse apprendre? On a des ordinateurs maintenant dans nos écoles. Comment en faisons-nous de véritables outils d'apprentissage? Pour conclure,
le leadership pose la question du partage de la responsabilité, qui n'est pas exclusivement celle du chef, mais qui est celle de tout un collectif éducatif. C'est un rôle qui dépasse le rôle administratif. C'est une volonté assumée d'action sur son environnement. C'est aussi une fonction sociale. On socialise des générations d'apprenants. Ils vont partir avec eux dans leur vie, avec des façons de ressentir, d'être évalués, d'évaluer les autres, d'apprendre. Il y a une intériorisation d'un certain nombre de règles qui vont suivre ensuite les individus toute leur vie. C'est aussi une vision holistique du savoir, ou plutôt de destruction du savoir ou de savoir en miettes. Et aujourd'hui, les crises que nous vivons nécessitent certainement de remettre en connexion les savoirs. C'est un maintien des équilibres sociaux, ou alors un effort particulier à l'émancipation, y compris des plus fragiles et des plus qui ont le plus de mal à apprendre. C'est l'idée aussi, peut-être, de la doctrine de l'Ubuntu, doctrine sociale sud-africaine, qui dit « On ne saurait être heureux seul si les autres ne le sont pas autour de soi ». Finalement, le leadership éducatif, c'est se tenir debout avec une visée la plus grande possible. C'est appliquer et répondre aux désirs des familles, peut-être, mais c'est aussi sentir quel est l'intérêt général, se poser des questions sur pourquoi j'agis, pourquoi je fais ce que je fais, et c'est donc une question de réflexivité éthique qui nous a été si bien rappelée tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis Christol, pour cette riche intervention. Je vais vous laisser regagner la salle et nous nous retrouverons tout à l'heure après la pause pour une table ronde.